à tous, bienvenue dans Délivrez-nous, ravi de vous retrouver. Notre invité d'aujourd'hui mène plusieurs vies en une seule. Économiste, il a été conseiller de François Mitterrand, il est membre de l'Académie française et du Conseil d'État. Écrivain, il a reçu le prix Goncourt en 88. Éric Orsena est un passionné. Sa série de contes sur la grammaire est un succès. On le retrouve tout de suite pour parler de Et si on dansait, publié chez Stock. Éric Orsena, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Et si on dansait, aux éditions Stock. C'est le 4e volet des aventures de Jeanne et Tom, échoués après un naufrage sur l'archipel des mots. Vous faites cette fois-ci l'éloge de la ponctuation. On la néglige parfois, mais c'est elle qui fait le rythme et la musicalité de notre langue finalement. Oui, c'est comme si on avait une sorte de batteur, comme dans les orchestres, il y a un batteur. Et le batteur, il choisit soit de taper lentement, soit de taper plus vite, soit de taper syncopé, soit de taper à un temps, à 2 temps, à 3 temps. Ce qui est intéressant dans la ponctuation, c'est que autant l'orthographe et la grammaire traditionnelle ont des règles fixes, autant avec la ponctuation, vous choisissez de donner vous-même le sens à votre phrase. Et que vous mettiez une virgule, un point-virgule, un point de suspension, ce n'est pas du tout le même rythme. Donc, ce n'est pas du tout le même sens. C'est la liberté. Et c'est la liberté. C'est ce qui vous plaît. Oui, j'aime bien la liberté. Voilà, oui. Ainsi que la musicalité, parce que la musique, c'est un nouveau domaine. Oui, c'est un regret. Moi, je suis entouré de musiciens, mais je ne suis pas musicien. Donc, je regarde avec désespoir mes mains qui ne savent rien faire. Écrire, mais écrire, bon, c'est pas la même chose que sortir un son harmonieux d'un instrument posé sur une corde ou sur un clavier. Donc, c'est mon regret. Donc, j'essaye de rattraper ce regret en écrivant et en rapprochant, si possible, le plus qu'on peut de la musique. On apprend des tas de choses dans votre livre, notamment que les espaces entre les mots, qui sont une forme de ponctuation, ne font leur apparition que vers l'an 800 sous Charlemagne. Oui, imaginez ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que c'était vraiment extraordinairement compliqué de lire, puisque tous les mots se suivaient. Alors ils se suivaient pour une raison économique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de papier aussi simple que nous et aussi à bas prix que nous, c'est-à-dire c'était des ventres d'animaux, des veaux, des agneaux, et qu'il fallait traiter, etc. Donc c'était cher, donc c'était rare. Fastidieux. Donc on voulait économiser l'espace. Donc tous les mots étaient les uns contre les autres. Donc il fallait une habitude énorme pour pouvoir s'y retrouver. Donc quand on commence à avoir un peu plus d'espace, on écarte, on donne de la respiration. Donc on commence par les blancs, et puis petit à petit, ceux qui mettent en page, qu'on appellera plus tard les typographes quand l'imprimerie sera inventée, eh bien ils inventent des signes. Alors ils inventent les majuscules, par exemple. Une majuscule, c'est évidemment une ponctuation. Ça veut dire que la phrase commence. Et puis il y a des points. Et puis quand la phrase continue à l'intérieur d'elle-même, c'est la virgule. Ça donne le sens de la succession. Et puis il y a le point-virgule qui indique qu'à l'intérieur de la même phrase, il y a une sorte de respiration, mais d'arrêt, mais on garde la même phrase. L'histoire continue. La même histoire continue. La même histoire continue. Vous, c'est la parenthèse, je crois, votre... Alors moi, j'adore la parenthèse parce que j'adore qu'on me raconte des histoires. J'adore raconter des histoires. Dans une phrase, la parenthèse, c'est une histoire à l'intérieur d'une autre histoire, un peu comme une sorte de poupée russe. Et j'adore, vous savez, les contes orientaux. On commence par une histoire, et puis on tombe dans une autre histoire, et puis encore une autre histoire, et puis encore une histoire, on abîme, et puis ça remonte, et on retrouve au bout de 2 heures l'histoire première. Alors là, je suis comme un enfant dans les bras de sa maman qui raconte des histoires. C'est comme ça que j'ai eu envie pas besoin de faire de longue psychanalyse, j'ai eu envie de raconter des histoires pour retrouver le bonheur que j'avais quand ma maman me racontait des histoires. Le fameux « il était une fois ». Oui, et regardez, et en plus, quand vous faites le geste de la parenthèse, c'est des bras qui vous prennent. Qui enveloppent, ah oui, tout à fait. Donc quel plus beau endroit que les moments que d'être pris dans les bras. Oui. Absolument. J'ai remarqué que dans vos romans, vous pratiquiez souvent l'adresse au lecteur. Donc Jeanne déclare notamment, vous en avez de bonnes avec la morale, ou comme vous l'avez deviné. C'est une façon pour vous de rompre un peu la solitude de l'écrivain, de créer ce dialogue comme ça avec... Oui, et en plus, comme je suis une sorte de prof, au fond, j'ai toujours l'impression que là, je suis en classe et que quand je sens que l'attention des élèves ou l'attention des lecteurs peut baisser, j'essaie de les réveiller en disant alpaguer, leur dire, les titiller, d'aller les voir. Et j'aime beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup écrire. Évidemment, j'adore écrire, mais en même temps, être devant une assistance, et surtout en classe, c'est merveilleux, parce qu'on voit puis on va les chercher. C'est pour ça que je prends très peu de notes comme ça pour essayer de les voir dans le regard. Donc on voit qu'ils on les prend.
on va les chercher. Ah oui, absolument. Jeanne constate dans le livre, admet plutôt que pour exprimer un sentiment, rien ne vaut une mélodie. Emmanuel Kant écrivait « La musique est la langue des émotions ». Vous êtes d'accord? Ah ben, je suis d'accord avec Emmanuel Kant, il vaut mieux parce que qui suis-je par rapport à Emmanuel Kant? Donc je suis tout à fait d'accord. Je confirme qu'Éric Orsena, le petit, Éric Orsena valide, j'appuie sur la touche valider. Je valide. Ah oui, non, ouf, j'aurais eu du mal. Voilà. J'ai envie de vous demander pourquoi, vous qui êtes pédagogue, pourquoi aujourd'hui l'enseignement de la grammaire passe par une telle austérité, la dissection comme vous dites, alors que les enfants ont tellement besoin de plaisir pour apprendre. Vous savez, j'ai vécu ça aussi en économie. C'est que pendant un long moment, et j'étais dans ce moment-là hélas, on a considéré que l'économie c'était une science, ne serait une science que si on mettait beaucoup de mathématiques. Et donc on a oublié la géographie, on a oublié l'histoire, on a oublié la sociologie, on a oublié la démographie, et c'était des mathématiques qui expliquaient rien du tout. Non. Et on a bien vu, quand il y a trop de mathématiques dans l'économie, ça donne les traders. On ne comprend plus rien, et puis c'est n'importe quoi. Eh bien, je pense qu'il y a eu un peu ce même mécanisme avec l'enseignement du français. On a voulu mettre les nouvelles études des linguistes qui sont très très bien pour étudier la vraie structure de la phrase, mais on n'avait pas besoin d'autant de complexité. L'important, c'est de trouver une logique et puis de savoir s'exprimer. Et je pense qu'il y a eu un déséquilibre entre l'analyse et la pratique. On fait encore trop de commentaires composés où on dissèque les textes et les phrases et pas assez de pratique où on raconte, vous savez, ce qu'on a méprisé pendant longtemps. Racontez vos vacances, c'est parfait de raconter vos vacances. Racontez votre dimanche, c'est parfait de raconter le dimanche. Parce qu'à ce moment-là, on a la pratique. Puis on fait entrer l'enfant et sa vie dans l'écriture. Exactement. Et il faut bien se rendre compte qu'on a de plus en plus besoin de l'écriture et de la lecture. Parce que tout passe par écran. Vous dites c'est la res publica, le lien social, la langue par excellence? Oui, pourquoi? Parce que la langue, c'est le lien d'une communauté, de toutes les communautés, c'est un lien, que ce lien a été créé par les besoins de cette communauté au fil des siècles. La langue française, c'est plus de 12 siècles. Avant, il y avait d'ailleurs des héritages, il y avait les langues gauloises, il y avait le latin, il y a eu le grec avant, etc. Donc il y a un grand héritage. Mais nous, c'est 12 siècles. Imaginez qu'on s'y est tous mis. Alors, Amiens, il y a cette sublime cathédrale, donc on a mis 100 ans pour la faire et plus, avec peut-être 10 000 personnes. Et là, c'est des dizaines, des centaines de millions de gens qui ont tous concouru à ce chef-d'œuvre collectif de précision, de délicatesse, de clarté. Donc, moi, je me bats pour que ça continue. Évidemment, ça évolue. Moi, j'adore le SMS, par exemple. Oui. J'adore ça, le SMS. J'adore parce que ça tisse des liens nouveaux, des langues nouvelles. C'est une sorte d'argot. Et il y a toujours eu en marge des langues de l'argot. Donc, vive la vie de la langue. C'est pas un mausolée, c'est pas un musée. C'est quelque chose qui est vivant, qu'il faut bousculer. Mais on a un trésor. En plus, c'est un trésor gratuit. Oui, absolument. Et justement, vous êtes membre de l'Académie française, dont le rôle est, je cite, de veiller sur la langue française. C'est assez joli. Patrimoine commun à tous les Français. Donc finalement, avec les aventures grammaticales de Jeanne, vous prolongez votre mission d'académicien? Je fais mon métier d'académicien, franchement. Et d'ailleurs, je me suis dit, quand j'ai été élu, avec beaucoup d'honneur à ce siège, qui est un siège intéressant, puisque avant il y avait Cousteau, avant il y a eu Littré, il y a eu Pasteur, donc après plein d'inconnus que je vais retrouver, mais bon, ça c'est pas bon, très bien, mais quand même, donc vous savez, quand on vous fait un cadeau, vous demandez ce que vous devez donner aussi. C'est que moi j'ai été élevé dans la religion catholique, j'ai perdu la foi, mais cette très très belle parabole des talents, c'est-à-dire on vous donne 10, il faut que vous rendiez 11, c'est-à-dire vous rendez que 9, c'est pas bien. Voilà, donc essayez de continuer ce travail de veiller sur la langue, de veiller sur la langue vivante. J'aime bien cette expression de la langue vivante. Oui, tout à fait. Vous avez été comme Jeanne, votre héroïne, un écrivain fantôme, c'est-à-dire un nègre. Vous avez écrit notamment des discours pour François Mitterrand. Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration à un moment donné de voir quelqu'un d'autre qui reçoit des honneurs pour quelque chose que vous avez écrit vous-même? Si, c'est pour ça qu'il vaut mieux être écrivain en même temps. Ceux qui sont uniquement nègres, ils ont envie de révéler qu'ils écrivent très tôt. Regardez le nègre actuel du président, on ne voit que lui, parce qu'il veut exister. Mais mon garçon fait des livres, mon garçon Guénaud fait des livres, et ça sera plus peinard pour toi. Pour trouver l'équilibre, bien sûr. Vous voyez, donc je profite de votre télévision pour lui lire ce message, ce cher Henri Guénaud, qui ne manque pas de talent, mais mon garçon, pour être plus heureux, écris toi-même. Oui, sinon la frustration prend le dessus. Mais c'est vrai. Vous savez, il y a une phrase très, très, très sage de Jean d'Ormesson qui dit « Pour être libéré
des honneurs, il vaut mieux les avoir le plus tôt possible. Donc Henri Guénaud, c'est ce que je te suggère. On transmettra le message. Jeanne, dans ce livre, fait la rencontre de Léopold Sédar Senghor, qui a été à l'Académie française, président du Sénégal, président poète. Vous l'avez rencontré, c'était enrichissant ces moments-là, agrégé de grammaire. Absolument, parce que c'était sans doute l'homme le plus complet que j'ai rencontré. C'est-à-dire, c'était un militant, ça a été un professeur, il était professeur à Tours. Et alors, c'était incroyable, parce que j'étais à Tours il y a peu de temps. Et alors, un proviseur vient me voir et il avait retrouvé... Non, c'était le directeur des archives qui vient me voir et qui avait la note de l'inspection générale. Et la note de l'inspection générale était la suivante. Les élèves commencent à s'habituer à la couleur de sa peau. Oh. L'enseignement, c'est subalterne. Oui, ils s'en fichaient complètement. Ouf, ils ne vont pas lui jeter des bananes. Oh, impeccable, oui, les temps ont changé. Alors, Éric Orsenna, vous êtes économiste, vous avez écrit des ouvrages sur le mode du reportage, L'avenir de l'eau et Voyage au pays du coton. Est-ce que vous pensez que la forme romanesque ou le conte ont autant de vertus pédagogiques que des essais ou des reportages? Oui, puisque mes reportages sont en fait des portraits. Et je mets en scène. Donc j'essaye de faire comprendre. Toujours comment on fait comprendre. Donc, mais chaque mode a une manière de faire comprendre. Le conte s'adresse principalement aux enfants, mais pas seulement. Il y a des exemples immenses. J'adore le conte. Parce que regardez à quel point on peut faire de la philosophie grâce au conte. Vous lisez les contes de Borges, c'est de la philosophie, vraiment, et des réflexions sur le temps. Il y a peu de réflexions aussi profondes que les contes. Regardez Calvino. En politique, regardez Voltaire. Donc le conte, comme c'est un peu décalé... ça donne une liberté aussi. Oui, c'est une liberté. Et puis on est un peu hors dehors du temps, et on retrouve une logique hors temps. Et donc, c'est amusant, le reportage. Moi, j'ai la nostalgie des grands reporters. C'est vrai que... Vous dites oui que vous êtes un vieux Tintin. Je suis un vieux Tintin. Et c'est ce qui nourrit votre œuvre d'écrivain, cette exploration du monde? C'est la curiosité. La curiosité, oui, la curiosité. Alors, je vous rappelle que la curiosité, l'origine du mot curiosité vient du latin cura, qui veut dire le soin. Voilà. Curatif. Donc le curieux est celui qui prend soin du monde. Voilà, absolument. Voilà, et c'est pas la curiosité d'un à défaut. Ça, c'est quand même la phrase la plus imbécile qu'on ait jamais prononcée. Enfin, vous direz, il y a de la concurrence dans les phrases imbéciles. C'est vrai. Mais celle-là est particulièrement imbécile. Elle est bien. La mer est l'une de vos passions. Vous naviguez depuis que vous êtes enfant. Et vous dites, écrire et naviguer, c'est pareil. En quoi? C'est pareil parce qu'il y a une liberté, parce que la mer, il n'y a pas de chemin. Il faut créer son chemin. Que la mer, on est en contact avec des forces plus grandes que vous, un peu comme, on écrit ces petites histoires, mais enfin, il ne faut pas non plus se gonfler la tête. Et puis les livres laissent, la plupart des livres laissent aussi peu de sillage qu'un bateau sur la mer. Donc on avance, on est libre, et puis, vous savez, laisser peu de traces, c'est pas mal finalement. Vous croyez? Oui, je pense. C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Si la lecture ne devait avoir qu'une seule vertu pour vous, qu'est-ce que ce serait? L'évasion, le côté voyage immobile? Comprendre. Comprendre. Parce que la compréhension augmente énormément le plaisir. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que la paresse est instinctive. Et vous savez, il y a eu un côté 68 comme ça, good vibes, fumette, machin, zéro. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Non. Pas du tout. Donc je préfère la précision des choses et ça accroît le plaisir dans tous les domaines. Moi, j'ai un lien très, très étroit entre le savoir et le plaisir. Par exemple, quand vous ne savez rien en botanique, vous baladez dans un jardin, vous dites « Ah, c'est vert, c'est bleu, c'est jaune, elles ont besoin d'eau et tout ça ». Mais quand vous connaissez ce que c'est que la société des plantes, eh bien, vous prenez un plaisir immense. Pareil avec la société des mots. Donc, vive le plaisir. Vive le plaisir, travailleur. Absolument. Dans votre livre, Monsieur Henri, qui est un personnage librement inspiré de Henri Salvador, affectueusement inspiré, voilà. Il déclare: la seule vérité de la vie, tu m'entends, la seule, c'est la préférence. Oser la préférence. Alors vous qui avez tellement de vie et tellement de passion. C'est mon problème, la préférence. Voilà. Je ne parlerai pas de ma vie privée. Je ne préférerai de ma vie privée, non, ni vous de la vôtre. Mais moi, mon vrai problème, c'est la préférence. C'est vrai que j'ai un mal de chien à répondre non à la question pourquoi pas. Donc vous voyez, à quel point c'est problématique. Non, vous voyez le drame de ma vie. Vous avez touché juste avec le drame de ma vie. Alors, dans La révolte des accents, vous écriviez « Une histoire qu'on n'arrive pas à raconter ressemble à un amour qu'on n'ose pas s'avouer ». Est-ce que ça vous arrive souvent de ne pas réussir à raconter une histoire?
Et ça m'arrive souvent, en tout cas, d'avouer mes amours et de prendre un râteau. C'est vrai, ça m'arrive, oui. Ça m'arrive beaucoup. Alors, mais si, il y a des histoires. Même après, mais oui, absolument, oui, absolument. Non, mais il y a des histoires que j'arrive pas à raconter ou que je mets un temps fou à raconter. Le livre qui a eu le Goncourt, l'exposition coloniale, j'ai commencé 3 fois à le faire. Et les 3 fois, j'ai arrêté. Et là, le livre que je suis en train de préparer, en train d'achever, qui donne la parole aux frères de Christophe Colomb, j'y ai travaillé 5 ans. Et il y a eu 7 versions, et enfin la 7e ressemble à quelque chose. Je vais le donner à lire à mes lecteurs habituels. Je vais laisser reposer 6 mois et je vais recommencer à 0. Donc, vous êtes un laborieux, mais je suis un laborieux. Non, on pense que c'est facile. Non, je bosse beaucoup. Je bosse, enfin, est-ce que c'est du travail? Quand je vous compare avec la vie des autres, il ne faut pas se foutre du monde non plus. Donc, mais c'est vrai que c'est la moindre des choses, quand vous avez cet honneur de publier un livre, que ça soit le mieux de ce que vous pouvez donner. Il y a une interview intéressante de Philippe Roth qui dit ça, c'est que l'écrivain professionnel sait quand s'arrêter. Et avant, il était un amateur. Et quand il est à la dernière version, il sait qu'il ne peut pas aller plus loin, il va gâcher aussi. Parce qu'il ne faut pas surécrire non plus. Il ne faut pas fabriquer des dictées. Voilà, exactement. Et si on dansait, est-ce que c'est le dernier opus des aventures grammaticales de Jeanne? J'ai entendu Éric Orsena, il l'a dit. Il l'a dit, Éric Orsena. Mais j'en suis pas sûr. Vous n'en êtes parce pas que sûr. Finalement, je suis désespéré à l'idée de la quitter. Et comme je déteste les séparations, et je ne crois pas aux séparations, justement, et qu'il y a quelque chose qui s'appelle le point de suspension. Voilà, ça peut laisser. Alors justement, pour conclure sans conclure, je vais vous livrer une citation de vous, qui est tirée de La Révolte des accents, et ça va peut-être vous donner une réponse. Vous avez déjà rencontré une histoire sans suite. Toutes les fins d'histoire sont des fausses fins. Sitôt qu'on a le dos tourné, l'histoire repart. Je suis d'accord avec cet écrivain. Eh bien, écoutez, moi aussi, je le trouve très bien. Merci beaucoup, Éric Orsena. On se retrouvera pour d'autres aventures très bien, prochainement, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Parlons à présent d'une bande dessinée pas comme les autres, Les Migrants, Parcours Picard, éditée par l'association Paroles d'hommes et de femmes. On regarde tout de suite notre reportage. L'association Paroles d'hommes et de femmes, composée d'écrivains publics biographes, utilise la mémoire pour créer du lien social. Écrivain public, dans le cadre de cette association, Paroles d'hommes et de femmes, c'est plusieurs casquettes, mais l'essentiel, c'est de trouver des témoins migrants, d'écrire leur biographie. Et puis ensuite, on va dans les établissements scolaires, dans les lycées, et on est en quelque sorte des médiateurs entre le témoin aîné et les élèves. La bande dessinée « Les Migrants, Parcours Picard » illustre le récit de 6 migrants installés en Picardie. L'opération s'appelle « 100 témoins pour 100 écoles » et disons simplement que le travail de rencontre et de coopération qui s'est tissé entre les élèves, les témoins, les professeurs et les biographes dessinateurs sont tout au long de cette belle aventure une illustration généreuse et riche d'enseignements de ce que la rencontre intergénérationnelle peut produire. Aussi, cette BD est vraiment un support original, facilement compréhensible par les jeunes publics et qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la mission de lutte contre les discriminations du Conseil régional. Chaque témoin a une façon de raconter et de voir son parcours complètement différente. Et effectivement, on a essayé avec les dessinateurs de respecter ça et de garder les moments forts, certes, les moments importants, parce que ce sont des moments qui ont des rapports avec l'histoire, l'histoire avec un grand H, puisque ça se recoupe, mais de garder effectivement, selon la personnalité des témoins, on découpe, on fait la narration en fonction de ça, effectivement. Et on s'est vraiment basé sur la biographie qui était déjà écrite par Frédéric Pro, qui avait déjà fait les entretiens avec les témoins. Moi, ne m'a pas été étranger. C'est pas voilà, toute proportion gardée. J'ai pas vécu voilà, j'ai pas tué de buffle à main nue. Mais voilà, c'est des choses qui me parlaient beaucoup. Quand je dessine, je fais un travail sur un personnage, je rentre dans le personnage. Quand je fais le parcours de Mouto, qui est camerounaise, donc ça y est, je deviens un Camerounais, je vais à Yaoundé, je vais partout, je visite, je mange comme elle, je vis comme elle, je regarde, je rentre dans le... Et je le sens quand je crayonne, quand je grave, comme on dit, je le sens. Quand Frédéric Pro nous a sollicité par téléphone et je crois par Internet aussi,
Je n'ai pas hésité. On se dit, mieux on se connaît, mieux on peut vivre ensemble. Je trouve ce témoignage dont nous sommes invités bon pour la jeunesse et de façon à ce qu'ils soient au courant de certaines choses. Et puis comment ne pas être émue et séduite par le courage, la volonté, l'exemplarité, l'énergie et le bonheur de vivre de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont pris la belle responsabilité de témoigner de leur histoire. Délivrez-nous, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement sur TV Amiens pour d'autres rendez-vous. D'ici là, bonne lecture. À très bientôt.